Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 février et c'est le mug. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi matin. Moi j'ai le soleil qui se lève, j'ai un grand ciel bleu que je peux apercevoir par ma fenêtre et tout de suite ça me donne la pêche. J'espère que chez vous il fait beau également, il fait particulièrement doux aussi ces derniers jours. Et donc voilà, tout de suite on a un avant-goût du printemps et ça fait du bien. Mais en tout cas voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver. De quoi on va parler? Déjà, les abonnements, ça commence. Vous êtes à fond là ce matin. Capturez l'instant. Merci à toi. Voilà, 4e mois d'abonnement et Marion n'a pas mis son téléphone sur silencieux. Jérôme, je te laisse checker les alertes d'appartement. Merci. Voilà, donc pour ceux qui sont pas au courant, on est en train de regarder les annonces d'appart et du coup je reçois des notifications en temps réel. Voilà, donc j'espère que vous avez la patate, que vous avez votre petit déjeuner de près ce matin. On a une petite sélection de news assez intéressante, assez variée. Voilà, donc un petit sommaire comme je les aime. Je vais vous en dire un peu plus. Je vais essayer de faire court, mais comme vous le savez, c'est jamais gagné avec moi. On va parler un petit peu de la pénurie de cartes graphiques Nvidia et AMD. On pourrait dire que c'est une bonne nouvelle pour eux, mais bon, pas forcément. On verra un petit peu d'où ça peut venir. C'est quand même lié, a priori, au boom des crypto-monnaies, dont le Bitcoin qui en fait bénéficier ses petits copains. Et puis, on parlera aussi des crypto-monnaies, mais pas que. Aussi la volatilité de la valorisation des crypto-monnaies. On en a déjà parlé. Et là, Elon Musk continue à faire des siennes. Et c'est assez impressionnant de voir comment l'influence d'un seul homme peut faire varier autant le cours, même si c'est pas peut-être le seul composant à la variation évidemment des crypto-monnaies. Et puis on parlera de la news du jour que vous avez vu en titre de ce mug, c'est la fuite de données de près de 500 000 patients français qui ont fuité. Donc on verra un petit peu de quoi il s'agit. C'est Libération qui a partagé l'information suite à Damien Bancal qui a partagé, qui a identifié la fuite. Donc on verra ça en détail ensemble. C'est assez intéressant quand même de voir les challenges qu'un gouvernement et une société peut faire face avec notamment la protection des données sensibles. Et là, en effet, il y a des données sensibles qui ont fuité comme des états de santé. Voilà. Et puis on parlera un petit peu d'Anker. Anker qui a coiffé Apple au poteau avec la sortie de sa batterie magnétique compatible MagSafe, même si elle n'est pas certifiée MagSafe, elle est compatible, elle pourra se fixer au dos. Je vous la présenterai, je suis toute seule, je ne vais pas parler à la troisième personne. Je vais vous la présenter tout à l'heure et vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Voilà, et ça sera peut-être une solution aux personnes qui avaient des frayeurs sur la batterie de l'iPhone 12 mini. D'ailleurs, pour information, moi, j'ai un iPhone 12 mini. Voilà, donc on pourra en parler. Et puis, après avoir parlé d'Apple, on parlera un petit peu de Samsung. Samsung, bonne nouvelle pour les utilisateurs des derniers Samsung, puisqu'ils ont prévu d'étendre les années de mise à jour à 4 années de mise à jour pour les téléphones Samsung. Oui, quand je disais Damien Bancal, c'est en effet Zataz. Tout à fait, c'est son pseudo. Je vois qu'il y en a qui le connaissent et qui le suivent peut-être. Il est très très connu dans la sphère hacker et ouais. Voilà, nous on l'avait rencontré justement à la nuit du hack, c'était assez rigolo. Et on continuera avec une petite mise à jour côté
crépage de chignon entre Australie, Facebook et Google. Alors c'est plus qu'un crépage de chignon, mais c'est un peu intéressant parce qu'il y a tous les pays qui regardaient un petit peu ce qui se passait en Australie, avec l'Australie qui voulait faire payer Facebook et Google juste pour le partage de liens venant de journaux sur Google et sur Facebook. Alors on dit si Facebook et Google payent pour les journaux, pourquoi ils paieraient pas pour tous les liens partagés sur les plateformes? Il y a certaines impossibilités de mise en place de la loi proposée en Australie et donc il y a eu un combat de pouvoir, on va dire, entre Google et Facebook et l'Australie. On verra qui a gagné, même si c'est pas forcément noir ou blanc. En tout cas, ça va mettre un précédent en Australie et tous les autres pays étaient un petit peu en train de regarder ce qui se passait. Sachant qu'il y a déjà eu aussi une négociation de deal qui s'est passée en France, justement, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Petite mémoire, je ne me situe pas très très bien dans le temps. Voilà, voilà. LB Stéphane, oui. Ouais, Damien est moins connu que moi, lol. Dès que tu dis Google, ça me déclenche l'assistant. Alexine, il faut changer ton mot-clé. Marion, possible de rapprocher ton... Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est vrai que je l'avais sorti de ma tête quand je préparais le mug. J'espère que vous m'entendez mieux là. Voilà, donc j'en étais où? Les mises à jour Samsung. On continue avec aussi les... Oui, non, Facebook et Australie, voilà, crépage de chignon. Et on continue cette fois-ci encore avec Android. Il y a des petites mises à jour qui arrivent. Et voilà, je trouvais ça sympa d'en parler et de vous les présenter pour voir si vous étiez plutôt hypé ou pas là. Est-ce que ça vous intéressait? Est-ce qu'il y avait des fonctionnalités et des améliorations qui vous intéressaient particulièrement dans la chatroom? Donc ça serait intéressant d'en parler. Et puis on fera un petit tour du côté de Mars avec Persévérance qui a fait son atterrissage très très médiatisé et notamment avec un parachute qui a interpellé la communauté, alors pas vous personnellement, mais voilà, Internet, on va dire, et qui se sont posé la question, mais est-ce que c'est pas un message secret ou codé qui était diffusé sur le fameux parachute de Persévérance? Voilà, donc on en parlera ensemble. On a mené l'enquête, pas du tout, mais j'ai repris un article qui en parlait. Voilà, voilà pour les news du jour. Comme vous voyez, quelque chose d'assez varié. Faut pas perturber le Sommarion, sinon on n'est pas sorti. C'est clair, Oleg, c'est clair, vous me posez des challenges à m'interrompre en plein Sommarion. Pas atterrissage, amarrissage. Ok, le tutoriel. Merci pour la correction. Merci beaucoup. Il fait encore nuit en France où les rideaux sont juste fermés. Il fait jour, mais disons que les fenêtres sont un peu loin de moi. Mais je suis quand même bien éclairée, non? J'ai plein de lumière dans la gueule. Il fait pas nuit, non? Donc voilà, en tout cas pour les news du jour, je vous propose de commencer avec la première news. Et je voyais que vous en parliez déjà là dans la chatroom, c'est la pénurie de cartes graphiques, mais pas que, de certains ordinateurs également. Mais non, on dit atterrissage. Bon, écoutez, la petite question amarrissage ou atterrissage, écoutez, je vous propose qu'on en parle à la fin de l'émission quand je parlerai de la news. C'est Marion qui éclaire le mug. Merci. Voilà, rien de mieux qu'un petit Sommarion pour commencer la journée. Et donc, on commence avec la première news et je vais peut-être mettre le générique quand même. Je sais pas si j'ai mis le générique déjà. J'ai un trou là. Est-ce que j'ai mis le générique? Je crois pas, hein. Non, allez, on le met.
Voilà, donc je vous propose de commencer avec la première news sur la pénurie de cartes graphiques. Donc ça c'est intéressant, hein, AMD et Nvidia sont en pénurie, mais pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que avec le succès et la valorisation des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin qui s'est répercuté sur l'Ethereum, je sais jamais comment le prononcer, donc vous allez pouvoir me corriger dans la chatroom, je vois que vous êtes à fond là ce matin sur me corriger sur les prononciations. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc Bitcoin et Ethereum, deux devises donc virtuelles qui ont donc des cours particulièrement élevés ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers jours. Et du coup, pour pouvoir profiter et tout simplement miner des crypto-monnaies, les gens se précipitent justement sur les cartes graphiques. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le Bitcoin, contrairement à la majorité des crypto-monnaies, ne se cultive pas à l'aide de cartes graphiques, mais avec un ASIC. J'y connais strictement rien, donc là je lis l'article. Je suis sûre qu'il y en a plein qui connaissent mieux que moi dans la chatroom. C'est apparemment un appareil dédié exclusivement à cette tâche. Ok, très bien. Un ASIC, donc, ASIC, je ne sais pas s'il faut le prononcer comme ça. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché quand même d'avoir un impact bénéfique, comme je vous le disais, sur les autres crypto-monnaies. Et donc, du coup, ça a boosté également la commande et l'achat de cartes graphiques pour avoir des puissances de calcul optimales pour le minage de crypto-monnaies. Donc, il y a un exemple notamment d'un Américain qui a acheté 78 cartes GeoForce RTX 3080 et 65 GTX 1080 Ti pour miner des crypto-monnaies et résultat, il parvient à empocher 900$ par jour, soit 27 000$ par mois. Alors après, il faut également évidemment amortir le coût d'achat de ces crypto-monnaies, l'électricité consommée, etc. Mais bon, a priori, voilà, il a fait ce choix et a priori, il n'est pas le seul, alors peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas, ça a déclenché une pénurie du côté des cartes graphiques. Alors oui, il y en a qui nous disent, regarde le coût en électricité de la finance traditionnelle. D'après ce qu'on avait regardé, le coût des transactions, notamment dans la finance traditionnelle, n'a rien à voir avec le coût d'une transaction avec des crypto-monnaies. Donc est très très inférieur. Donc c'est vrai qu'il y a un coût et il y a un impact du minage et des crypto-monnaies sur la consommation internet, consommation électricité, etc. Donc voilà. Et donc du coup, vu qu'il y a une pénurie de cartes graphiques, faute de pouvoir acheter des cartes graphiques à l'unité, il y a certains crypto-mineurs qui se sont rabattus carrément sur acheter les derniers PC portables qui sont équipés justement de la carte graphique RTX 3060, je vais y arriver. 3060. J'adore ces noms de code avec des numéros et tout, c'est super facile. Mais voilà, donc du coup, il y en a qui se sont reportés là-dessus. Là, encore une fois, c'est qu'a priori, ils arrivent à amortir l'achat d'un appareil de ce type avec justement le minage des crypto-monnaies. Et donc, du coup, c'est ce qui a permis de voir aussi sur Internet circuler certaines photos de fermes d'Ethereum qui sont composées de dizaines et de dizaines de PC portables. Voilà, et donc, par exemple, pour l'Ethereum, on a vu le cours passer de 100€ à 1275€ en seulement un an. Voilà pour le prix. Ça veut pas dire encore une fois qu'il faut y aller. Encore une fois, on vous a beaucoup parlé de la volatilité des crypto-monnaies. C'est quand même hautement spéculatif. Et si vous investissez dans des crypto-monnaies, dites-vous que c'est de l'argent que vous perdez. Que vous soyez à l'aise avec l'idée que c'est de l'argent que vous allez perdre. Comme ça, si vous en perdez, c'est pas grave. Et si vous le perdez pas et que vous en gagnez, c'est bonus, c'est très bien. Mais attention, plus c'est spéculatif, plus évidemment c'est dangereux de miser là-dessus et surtout de l'argent dont vous avez besoin. Donc attention, et c'est vrai pour tout actif spéculatif. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Donc c'est vrai que si vous rendez sur les sites marchands, on peut voir justement la pénurie, soi-même, puisque tout est en rupture, de stock, hein, notamment, sur, Amazon, LDLC, Material.net, et cetera. Donc voilà, vous pouvez, le voir, vous-même et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Nvidia a décidé d'agir, face à cette, pénurie, et donc du coup, ils ont pris des décisions radicales, assez radicales. J'ai été moi-même, assez étonnée. Alors ils ont pris d'un côté la décision de rééditer notamment les cartes RTX 2060 et GTX 1050 Ti, justement pour essayer de satisfaire une partie de la demande, à voir hein, si ça suffit, je ne connais pas justement le comparatif de ces modèles-là, et notamment ils ont prévu également de réduire les performances des cartes RTX 3060 pour évidemment empêcher les crypto-monnaies, les crypto-mineurs pardon, de se jeter dessus. Donc en gros, en restreignant, en limitant les capacités, ça sera moins attractif pour les crypto-mineurs et donc potentiellement ça va revenir au marché de droit, entre guillemets, au marché que Nvidia visait pour ses cartes graphiques spécifiques. Et du coup, pour pas laisser les crypto-mineurs en plan, ils ont également prévu une nouvelle gamme de cartes spécifiquement dédiées au minage de crypto-monnaies, les CMP, qui seront lancés a priori au premier ou second trimestre, premier et second trimestre 2021. Donc a priori très très bientôt. Mais bon, en attendant, évidemment, les gens se jettent sur ce qu'ils peuvent avoir. En espérant que vraiment les joueurs ne soient pas concernés par ces bridages. PAPS 55, en effet, moi je me suis posé un peu la même question, c'est-à-dire que je me dis, attends, si j'achète une carte graphique puissante, c'est pas pour qu'elle soit bridée. Je sais pas quelles vont être les modalités du bridage. Est-ce qu'ils sont capables de détecter pourquoi la carte graphique est utilisée et donc limitée dans le cas de minage de crypto-monnaie ou pas, et donc, du coup, ça sera bridé pour tous les utilisateurs. Et donc, dans ce cas, tu peux te questionner sur c'est quoi l'intérêt d'acheter la dernière carte graphique puissante. Là, honnêtement, je suis pas suffisamment spécialiste pour répondre à ça, malheureusement. Mais s'il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux que moi, allez-y, ça m'intéresse. Parce que c'est justement, moi aussi, j'avais un peu la même crainte que toi. Voilà. Donc, je lis un petit peu vos commentaires. Ça, je n'y crois pas une seule seconde de la part de Nvidia car ils sont bien contents de vendre leurs cartes aux mineurs. Oui et non, Alpha Team 84, on a parlé plusieurs fois de la capacité à répondre à la demande et comment mal gérer un stock peut planter une société et un produit. Donc en effet, si Nvidia a un produit qui était destiné à un certain marché et qu'il ne peut satisfaire la demande parce qu'un autre marché qui n'était pas forcément anticipé ou prévu par Nvidia, ben voilà, cannibalise les ventes, ça peut être problématique hein, pour Nvidia. Ça peut être très problématique. Donc il faut, enfin voilà, comme je vous le disais, c'est rarement noir ou blanc. C'est pas Nvidia qui est en train de se taper dans le dos en se disant oh trop bien, on est en rupture de stock, c'est trop cool. Non, en fait, vraiment, la rupture de stock peut être très problématique et planter une société ou un produit. Donc c'est ça, hein, c'est tout l'équilibre justement de tout ce qui est hardware ou bien physique, c'est gérer la demande, l'offre et la demande. Hein. Comment ils peuvent sortir des nouvelles cartes alors qu'ils n'arrivent pas à produire celles déjà en vente? Alors, je pense qu'ils ont dû justement revoir leur processus hein, opérationnel en termes de production de cartes, potentiellement faire appel à d'autres partenaires, en plus de ceux qu'ils avaient à l'origine, pour pouvoir subvenir aux besoins. Je ne connais pas les détails d'organisation de Nvidia. Mais je pense que s'ils lancent un nouveau produit, justement, c'est pour compartimenter les marchés et pouvoir adapter en fonction des besoins. Et qu'ils ont prévu justement tout l'aspect opérationnel. Et quid d'AMD? Écoute le tutoriel. J'ai pas plus d'informations du côté d'AMD par contre. L'article est très très concentré sur Nvidia pour l'instant.
Alors, Corseval nous dit que le bridage sera actif pour les cryptos. C'est une détection de l'utilisation. Ok, donc ils sont capables en effet de détecter l'utilisation spécifique pour le minage. Ok. D'accord, bah super, merci beaucoup pour la réponse. Donc rassurez-vous, a priori, ceux qui ont peur d'un bridage pour les jeux ne seront pas impactés. Donc clairement, en effet, ça montre bien qu'ils veulent compartimenter les usages avec leurs différentes cartes graphiques. En tout cas, voilà pour AMD et Nvidia. Et on continue avec les crypto-monnaies, mais cette fois-ci, c'est du côté d'Elon Musk. Alors, qu'est-ce qui s'est passé On le sait depuis ces derniers jours. Voilà, le Bitcoin ne cessait de repousser un peu son plus haut historique en termes de cours et de valorisation. Et depuis mardi 23 février, donc hier, il y a eu une chute spectaculaire, qui revient sur les 9 derniers jours de montée. En fait, ça a tellement monté que même s'il y a une chute, il n'y a pas eu une chute comparable non plus. Mais bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même une haute volatilité de la valorisation des crypto-monnaies. Et c'est dû a priori à un message que Elon Musk a publié sur Twitter où il vantait notamment les mérites des crypto-monnaies, mais il a quand même ajouté en même temps, ceci dit, le Bitcoin et l'Ethereum ont l'air au lol. Et quelques heures après, les crypto-monnaies ont entamé leur baisse. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est quand même assez... c'est assez symptomatique de la volatilité de ces crypto-monnaies et de leur valorisation, de voir qu'un seul message d'une personne peut entamer justement la confiance dans la valorisation. Donc c'est même différent de, par exemple, Tesla a investi dans les bitcoins ou PayPal et Mastercard ont dit qu'ils allaient supporter les paiements en bitcoin. Parce que là, c'est une validation d'acteurs spécifiques du marché sur l'usage des crypto-monnaies pour leurs transactions. Donc là pour moi, ça fait quand même plus sens que ça impacte du coup positivement la valorisation des crypto-monnaies. Mais par contre, qu'une phrase d'un influenceur, entre guillemets, même si cet influenceur est une personne renommée dans la sphère tech, que le message d'une seule personne influence à tel point le cours, ça montre très bien la volatilité et la dangerosité pour les petits investisseurs d'investir dans les crypto-monnaies. Donc c'est ce qu'on vous disait, attention à ça et attention à la chute. Donc voilà, faites... pour ceux qui en ont, très bien, mais comme je vous disais, si vous investissez uniquement de l'argent que vous pouvez perdre et qui ne vous impactera pas personnellement. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus parce que bon, on en a déjà pas mal parlé d'Elon Musk qui fait... il avait également impacté justement la valorisation des cours Tesla et il avait été critiqué là-dessus parce que ça va à l'encontre des règles de la bourse. Et une phrase, il avait dit notamment, il avait critiqué que les actions Tesla étaient trop hautes à un moment donné, etc. Donc c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. À voir, on verra ce qui se passe par la suite. Brezan nous dit, il a beau être influenceur, je trouve ça quand même dangereux qu'il ait autant de puissance. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Alors l'article du jour que je trouvais assez intéressant et important de vous en parler ce matin, c'est notamment une fuite de données assez historique concernant des données sensibles pour les Français. C'est notamment la fuite de données de près de 500 000 patients français. Alors attendez, j'ai des données exactes, donc je vais vous donner les données exactes. C'est un fichier qui comporte 491 840 lignes et presque autant pour presque autant de patients français. Et pour chaque ligne, et donc chaque
patient, il y a à peu près 60 informations différentes sur une même personne. Numéro de sécurité sociale, date de naissance, groupe sanguin, adresse, numéro de téléphone portable, médecin prescripteur. Donc c'est des données quand même très très sensibles et des fois il y a même des commentaires sur l'état de santé qui ont fuité comme grossesse ou également tumeur au cerveau, séropositif HIV, patiente sourde, etc. Et ça c'est voilà, c'est vraiment des données sur l'état de santé des personnes et c'est donc des données qualifiées sensibles et critiques, quoi. 60 infos pour une même personne, notamment le numéro également numéro de sécurité sociale, téléphone portable, adresse, etc., médecin prescripteur. Donc c'est voilà, c'est colossal quand même comme fuite. Hein, il faut le réaliser. Et donc ça, en fait, cette fuite, elle a été identifiée en premier par Zataz. Donc c'est ce que je vous disais, un Damien Bancal, connu dans la sphère hacker et justement tout ce qui est données, etc. Il a un blog dédié et voilà, c'est quelqu'un de très connu dans cette sphère-là. On l'avait rencontré, comme je vous le disais en intro, à la nuit du hack, je m'en souviens très bien. Et donc il avait exposé cette fuite et ensuite c'est une enquête de Libération qui a plus largement diffusé cette information ce mardi, donc hier. Et donc voilà, donc là on est très clairement dans une faille ou en tout cas une fuite qui va à l'encontre du coup du règlement général sur la protection des données qui est censé protéger les citoyens contre les abus de la gestion des données hein, et qui distingue notamment les données sensibles des données personnelles. Et là on a donc des données sensibles puisqu'il y a des données médicales sur l'état de santé et notamment groupe sanguin, etc. Numéro de sécurité sociale aussi, ça rentre vraiment dans, on va dire, le type de données le plus sensible qu'on peut avoir. Donc d'où ça vient, pourquoi il y a eu cette fuite de données. Alors attendez, parce que j'ai plusieurs articles et tous n'ont pas le même degré de détail, donc j'essaie de vous retrouver celui qui a le plus de détails. Je crois que c'était celui-ci. Donc voilà, donc comme je vous disais, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc qu'est-ce qui se passe avec cette fuite de données? Ce qui apparaîtrait, c'est qu'elle vient d'une trentaine de laboratoires de biologie médicale qui seraient surtout situés dans le Morbihan, l'Eure, le Loiret, les Côtes-d'Armor, le Loir-et-Cher, a priori d'après l'enquête justement de Libération, et notamment Check News, donc la partie de Libération, a contacté notamment de façon aléatoire divers médecins qui figuraient sur cette liste pour vérifier justement la véracité des données. A priori, selon Libération, le point commun entre les différents laboratoires contactés est l'utilisation d'un même logiciel de saisie de renseignements médico-administratifs qui est commercialisé par la société Daedalus France. A priori, ce qui se serait passé, c'est que c'est un logiciel qui a été progressivement abandonné au fil des années, qui n'est plus mis à jour. Alors là, c'est vraiment le cauchemar de l'IT. on va dire ça comme ça. C'est-à-dire tous ces logiciels qui sont pas maintenus et donc du coup qui sont pas mis à jour, dont la sécurité n'est pas renforcée, etc. et qu'on laisse croupir, voilà. Et on va dire que le secteur médical s'éveille à l'importance d'actualiser ces systèmes, mais c'était pas, enfin. C'est toujours très compliqué pour une société de mettre à jour ces logiciels ou de changer de logiciel, surtout pour la gestion de données qui est un peu la base même c'est la base de données de tous ces laboratoires. Donc c'est un peu compliqué et le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il est coûteux. Il faut entraîner le personnel sur un nouveau logiciel s'il y a un nouveau logiciel ou sur la nouvelle version. Donc c'est quelque chose qui est qui fait pas forcément plaisir et donc souvent on est un peu réfractaire au changement, c'est assez normal. Et donc là typiquement on est dans le cas où c'est un logiciel qui n'était pas maintenu et qui a du coup provoqué qui était sujet à des failles. Ces données ont été initialement diffusées sur une chaîne Telegram turque dont faisait partie un pirate qui est connu pour la vente de données, hein, d'après Zataz.
Et a priori, il y aurait une querelle entre plusieurs pirates qui cherchaient justement à commercialiser ces données dans un premier temps. Et comme en fait, ça a débouché, ils n'arrivaient pas à une entente, ça a débouché finalement à une publication carrément gratuite de ces données. La question reste toutefois, est-ce que ce fichier qui est disponible actuellement de manière gratuite est un extrait ou la totalité des données qui étaient à disposition? Ça, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on peut le retrouver, ce fichier, à 7 endroits différents sur Internet, et peut-être plus maintenant qu'on a communiqué dessus, hein, on ne sait pas, mais voilà. Donc c'est vraiment un vrai signal sur l'importance de comment dire une gestion saine des données des patients et l'intérêt que vont avoir les organismes de santé, que ce soit prestataires de santé, les professionnels de santé, que ce soit l'assurance maladie, que ce soit les autres acteurs, de monter en compétence et en vigilance aussi sur le traitement, la gestion et le stockage de ces données. Voilà, donc la CNIL a dû un peu se retourner dans son bureau là en voyant ça quand ils l'ont appris. Et Dédalus France aussi est d'ailleurs responsable du maintien du parc informatique pour le compte de ces établissements. Donc là, a priori, il y a eu un petit problème. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est vrai que dernièrement, la France a été un peu la cible de choses pas très très positives concernant la santé. Il y a eu notamment des centres hospitaliers qui ont été également hors service à la suite d'une cyberattaque. Plusieurs d'ailleurs. Moi j'ai vu plusieurs petites news passer ces dernières semaines. Donc c'est assez problématique également parce que du coup ça veut dire que ces centres hospitaliers n'ont plus accès soit aux données des patients, ils n'ont plus accès pendant un certain temps. Alors je sais pas le détail, c'était notamment une attaque rançongicielle ou aussi appelée ransomware. Donc en effet ils auraient plus accès aux données tant qu'ils ne payent pas forcément une rançon. Donc c'est très très problématique et assez dangereux. Ça peut compromettre la santé des patients parce que justement on n'a plus forcément de données sur quelle était l'administration du traitement ou quelles étaient les pathologies spécifiques, etc. Donc c'est très très grave. Et ça montre aussi que le gouvernement a comment dire, pris en compte ces attaques et a informé qu'il y aurait des actions et des mesures prises pour renforcer et protéger justement les centres hospitaliers et les données suite à ces attaques. Donc il y a plein de choses à mon avis qui vont arriver et qui vont être annoncées, sur lesquelles on va travailler dans les années à venir pour sécuriser justement tout ce qui est données médicales. La sécurité informatique dans le médical, c'est une catastrophe. Oui, GPIF, ça me m'étonne pas parce que, encore une fois, c'est pas un secteur qui était très intéressant jusqu'à il y a peu et qui s'éveille un petit peu progressivement à l'importance et la criticité, on va dire, de ce type de données. Je regarde un petit peu vos commentaires. Il y a des commentaires que je comprends pas. Curie Noir, quand vous avez le système informatique d'un CHU composé de quelques personnes, comment voulez-vous qu'ils aient assez de poids pour exiger des centaines d'éditeurs de logiciels qui se mettent en accord? Je vois pas le rapport, donc n'hésite pas à me dire à expliciter un petit peu ton commentaire. Parce que ça a l'air intéressant, mais je saisis pas là dans le cadre de ce qui s'est passé. Il y a un problème d'harmonisation aussi, ouais. Et Alan est à jour, rassure-nous. Bah écoute, Pierre-Yves, en tout cas, on rend des comptes, notamment à la CNIL aussi, comme toutes les sociétés françaises. Et donc, on doit respecter aussi le règlement général de la protection des données. On a notamment des serveurs qui sont agréés, etc. Donc, normalement, toute société en France est censée respecter ce règlement et prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données, quand même. Ça ne veut pas dire qu'on est infaillible, mais il y a des audits qui sont faits régulièrement pour s'assurer justement qu'on a pris les mesures adéquates.
Encore une fois, la sécurité informatique, c'est pas une question de se dire on ne pourra jamais être piraté, mais c'est limiter les chances d'être piraté et surtout, si aussi ça arrive, de limiter l'impact. Donc il y a une notion de décentraliser un petit peu tout ça, éviter les connexions, c'est-à-dire s'il y a une faille là, éviter que ça puisse contaminer d'autres choses. Encore une fois, je suis pas une experte, hein, donc je vous explique avec des mots simples ce que moi je comprends. Mais voilà, clairement, on a des personnes qui sont spécialisées chez Alan sur le sujet, dont c'est le boulot justement de discuter et de prendre les mesures adéquates pour garantir la sécurité. Et je pense comme dans la plupart des sociétés. Je l'espère. Ce n'est pas un manque de compétences, mais un manque de moyens. Curie Noire, là, je suis pas sûre quand ton business, c'est d'assurer un logiciel de saisie, de renseignement, de données, c'est aussi ton business de maintenir ce logiciel. Alors après, en effet, hein, je connais pas tous les détails des deals et des offres proposées par Daedalus France, donc c'est facile de jeter la pierre, mais à un moment donné, si ce que dit en tout cas Numérama dans leur article Cyberguerre ici, si ça faisait partie de l'offre de Daedalus de maintenir le parc informatique, ça faisait partie du coup de leur boulot aussi de s'assurer, de garantir la sécurité. Ou en tout cas de mettre en garde, à minima. Voilà. Peut-être que c'est ce qu'ils ont fait, hein, mais je ne sais pas. En tout cas, voilà, on en saura peut-être probablement plus dans les temps à venir sur ce qui s'est passé, sur les conséquences de cette fuite. Ce qui peut se passer en termes de conséquences et ce qu'il faut garder à l'esprit et pour lequel il faut être très très vigilant, c'est tout ce qui est tentative de phishing. Parce que du coup, il y a des données sensibles sur des personnes et beaucoup de données, hein, comme je vous disais, il y avait 60 points de données disponibles sur une personne, ce qui est énorme, et notamment des choses sensibles comme votre adresse, votre numéro de téléphone, votre numéro de sécurité sociale, etc. Il peut y avoir des tentatives de phishing, c'est-à-dire qu'on va vous contacter en se faisant passer pour un organisme que vous connaissez ou un laboratoire que vous connaissez, ou peut-être le médecin prescripteur aussi, auquel vous avez eu affaire, qui va vous demander des données. Vous n'avez pas réglé peut-être la dernière visite chez le médecin Untel. Merci de cliquer sur ce lien pour régler la consultation. Faites attention à ce genre de tentative. Si vous avez un doute, rendez-vous sur le site directement via un navigateur. Ne cliquez pas sur le lien d'un mail. Regardez un petit peu qui est l'expéditeur, les adresses email, s'il y a des incohérences, des fautes de frappe, etc. Faites très très attention. Il y a plein de petits guides sur internet sur comment détecter des tentatives de phishing, donc faites attention. Et puis également, malheureusement, ce qui va se passer également, c'est des tentatives d'usurpation d'identité, puisqu'en fait, comme on a beaucoup de points d'entrée sur des informations sensibles d'une personne, on va potentiellement voir pas mal de tentatives d'usurpation d'identité, de pirates qui vont essayer de se faire passer pour vous auprès d'organismes, etc. Donc à voir ce qui va se passer, mais clairement c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça va réveiller un petit peu les consciences, un peu, et notamment aider, parce que je pense que c'est assez critique, comme je vous disais, comme vous le disiez dans les commentaires, il y a peut-être un manque de moyens aussi. Peut-être que justement ça va montrer l'enjeu que représente la protection de ces données de santé, et que ça va aider peut-être à prendre certaines mesures et soutenir un petit peu cet effort-là. On verra. En tant qu'infirmier, ça me fait toujours halluciner d'avoir accès à des infos confidentielles sur mes patients juste avec de l'aplomb et une date de naissance. Ouais, Jiwa Nazaki, merci pour ton témoignage. Ouais, c'est clairement, je pense que on commence tout doucement à s'éveiller là-dessus et à renforcer un petit peu l'accès. Moi, je sais que aujourd'hui, typiquement, tout le monde, peu de monde a accès à toutes les informations d'un membre Alan. Et encore une fois, Alan a des données assez limitées pour l'instant sur la santé, puisqu'on est avant tout un assureur, donc on rembourse les soins santé. Donc en fait, on reçoit les informations que l'assurance maladie, la Sécu nous transmet, qui sont nécessaires juste pour le remboursement, hein.
Évidemment, enfin, c'est logique qu'ils nous donnent uniquement les données nécessaires pour un remboursement. Même là, comme il y a des données quand même, peut-être pas médicales, mais quand même sensibles sur du remboursement, etc., ou même des données de paiement, puisqu'on a besoin de rembourser les personnes, tout le monde chez Alan n'a pas accès évidemment à toutes les données des utilisateurs. Et je pense que ça, de nombreuses sociétés font ça, hein. Il y a une compartimentation, il y a des droits qui sont créés, et en fonction du métier de chacun, vous aurez des droits différents pour vous permettre d'effectuer votre travail, tout simplement. Mais tout ça, évidemment, ça nécessite une taille qui permet de justifier ce niveau de sécurité-là. C'est tout un rapport entre le risque qu'il peut y avoir et le coût de sécuriser, hein, voilà. Et plus vous grossissez, plus vous devenez une cible tentante des hackers, et donc plus il faut renforcer évidemment la sécurité que vous mettez en place. C'est vraiment cette logique-là. Je crois qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on peut mettre en avant le manque de moyens des hôpitaux et de constater qu'il ne se passe rien. Je pense pas forcément que le manque de moyens soit juste de... Enfin, là, vous êtes... Enfin, encore une fois, je m'y connais pas très très bien, donc je suis pas la meilleure placée là-dessus. Mais je pense pas c'est juste uniquement du manque de moyens des hôpitaux. C'est aussi les services auxquels souscrivent les hôpitaux qui doivent assurer une certaine sécurité. Donc à voir comment ils le mettent en place. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Guki Vaea qui nous demande est-ce que vous avez le détail des médicaments. On a le détail des médicaments uniquement, par exemple, je peux te donner cet exemple-là, pour les médicaments qui ne sont pas remboursés par la Sécu, et que dans certaines couvertures Alan, on rembourse des médicaments qui ne sont pas remboursés par la Sécu, s'ils sont prescrits. Bah là, du coup, pour justifier le remboursement, on a besoin de la prescription. Et donc, dans ce cas, oui, on a la donnée du médicament. Donc là, c'est un exemple de données sensibles, tout à fait. Mais tu vois, on a cette information uniquement dans le cas où on a besoin d'un remboursement. Et ça fait partie, tu vois, des chantiers de protection de ces données-là. Voilà, en tout cas, pour la fuite de données qui concerne donc près de 500 000 patients français en France. Vous avez un article là qui synthétise à peu près pas mal l'information. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire un peu plus en détail. Et puis, je vous propose de passer rapidement sur la petite news concernant Anker. Anker qui a coiffé un peu Apple au poteau en sortant déjà une batterie dédiée à l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Ouais, ça doit être compatible aussi iPhone 12 mini, non? Peut-être pas, vu la taille. Ah mince, bon, bah dommage, dommage. Mais en tout cas, voilà, l'article de Mac Forever nous dit que ça serait une batterie dédiée aux iPhone 12 et 12 Pro et qui permettrait d'être compatible MagSafe, c'est-à-dire qu'en fait elle a un aspect magnétique qui va permettre de se caler automatiquement au dos de l'iPhone. Alors elle est compatible mais elle n'est pas certifiée MagSafe, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le petit label spécifique MagSafe. Mais donc du coup c'est grâce à une technologie donc appelée Snap & Go qu'elle peut se fixer justement à l'arrière de l'iPhone, justement en bénéficiant du magnétisme du MagSafe. Et donc la recharge va se faire sans fil. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est la simplicité d'utilisation. Ça se fait sans fil avec une capacité de 5000 milliampères d'après ce que je lis, mais la charge sans fil sera limitée à 7,5 watts comme les chargeurs traditionnels, alors que a priori le MagSafe lui permet d'aller jusqu'à une recharge de 15 watts, mais bon voilà, là c'est limité à 5,5 watts. Aussi c'est les premières batteries qu'on voit de ce type, c'est peut-être un petit peu normal qu'on y aille de manière un peu plus avec plus de précaution, on va dire ça comme ça. Et donc elle a un design
c'est vrai, plutôt épais. Elle dispose également d'indicateurs LED pour afficher la charge restante sur la batterie et elle possède également un port USB-C pour pouvoir charger d'autres accessoires, ce qui est plutôt malin. Elle est actuellement uniquement en précommande. Elle sera mise en vente à partir du 3 mars et à un prix de 39,99 $. Je vais vous montrer juste rapidement la petite photo parce que c'est quand même toujours bien de voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'épaisseur au moins. Alors désolé, c'est un peu flou, mais vous voyez un petit peu l'épaisseur que ça représente au dos d'un iPhone 12 ou 12 Pro. Là, je suis incapable de vous dire lequel c'est. Mais voilà, c'est plutôt épais quand même. Moi, ça ne me pose pas tant de problèmes que ça, l'épaisseur. Moi, je suis très intéressée, notamment quand je sais que je pars en voyage et que je suis toute la journée dehors, que je vais prendre pas mal de photos, etc. J'ai une petite batterie portable, hein, comme je pense la plupart d'entre vous. Et c'est vrai que c'est une prise micro USB. Alors, c'est déjà... Non, pas micro USB, je suis bête puisque c'est l'iPhone, donc c'est du Lightning. Mais en fait, le câble est caché un petit peu dans la batterie. Enfin, c'est toujours un petit peu bancal, je trouve, ces batteries portables. Et le fait que ce soit de la recharge sans fil, j'adore ce principe-là, quoi. Je trouve ça super pratique. T'as plus l'espèce de batterie qui pendouille avec ton iPhone. Au moins, c'est calé de manière intelligente au dos et je trouve ça beaucoup, beaucoup plus malin. Merci Nisa Carni pour ton abonnement, 5e mois d'abonnement, un grand merci à toi. J'ai oublié de remercier également Melmox pour son abonnement, 4 mois, hein, ça fait 4 mois que tu nous suis, merci à toi. Merci également pour V8 qui s'est abonné également et un grand merci à Lucas Lifries et Tom Phi 0 également pour leur abonnement. Un grand merci à vous. Voilà, j'en ai profité pour faire une petite pause remerciement. Le 12 mini aurait dû être un succès, il le mérite. Ouais, moi j'adore. Lucas, je ne peux pas être plus d'accord que toi. J'adore l'iPhone 12 mini, il a la taille parfaite pour mes petites mains. J'ai pas de problème de batterie. Comme je vous le disais, c'est clair que si j'étais en voyage toute la journée dehors et que je prenais beaucoup de photos, clairement, j'aurais toujours une batterie portable et donc je serais super, super intéressée, super cliente d'avoir une petite batterie amovible, recharge sans fil, max et compatible. Pas certifié, mais compatible MagSafe avec mon iPhone, moi je serais complètement partante. Bon, après c'est intéressant, là encore, c'est les premiers qui sortent ça, donc ils ont un avantage par rapport à Apple. Ce serait intéressant de voir ce qu'Apple nous concocte, puisqu'a priori il y a cette rumeur-là. Donc on verra un petit peu dans les jours à venir. Voilà, je m'étends pas plus, il n'y a pas plus d'infos, mais j'ai envie d'en avoir une. Peut-être pas celle-ci, mais j'ai envie d'avoir une batterie amovible compatible MagSafe. Comme je vous disais, c'est ce qui m'avait le plus excité lors de la présentation Apple de... c'était quoi, septembre ou octobre, je ne me souviens plus. C'est quand ils avaient présenté le MagSafe pour iPhone. Voilà, j'ai trouvé ça génial. Bref, on continue et cette fois-ci, on va être content, mais cette fois-ci du côté Android et plus spécifiquement Samsung. On peut se féliciter, on peut féliciter Samsung surtout de proposer désormais 4 ans de mise à jour sur ces Galaxy, surtout spécifiquement les Galaxy lancés depuis 2019. C'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui vont du coup pouvoir avoir une assurance que leurs téléphones seront mis à jour et notamment en termes de sécurité aussi hein, et d'interface etc. qui vont être mises à jour pendant 4 ans. C'est vrai qu'on est quand même maintenant en 2021 à une période où on a atteint une certaine maturité en termes de smartphone et donc on en change beaucoup moins souvent. Moi il y a qu'à voir, j'ai même pas acheté l'iPhone 12, hein, c'est juste que Naotech me le prête pour pouvoir filmer pour la chaîne, voilà. Mais moi mon iPhone 10 il me convenait très très bien et je l'aurais gardé parce que voilà 2020 n'était pas encore une année pour moi qui justifiait un changement par rapport à l'iPhone 10 que j'avais. Par exemple. Peut-être plus fin 2021. J'attends l'USB-C là. Voilà, j'ai changé d'iPad, mais j'en ai marre de me trimballer, comme la plupart d'entre vous, je me dis, j'en ai marre de me trimballer avec des câbles Lightning, USB-C et compagnie, quoi. Ça serait bien d'harmoniser. Bref,
Au-delà de cette petite pique gratuite, on revient du côté de Samsung, voilà, qui dès l'été 2020 avait déjà fait un très bon pas puisqu'ils promettaient 3 ans de mise à jour Android. Et ben là, ils ont renchéri avec 4 ans de mise à jour garantie. Comme ils disent, hein, c'est pour vouloir assurer la sécurisation de plus de 130 modèles de smartphones. Et ils ont travaillé du coup avec plus de 200 opérateurs dans le monde entier pour justement mettre en place cette collaboration et proposer des correctifs de sécurité en temps utile et aussi rapidement que possible. Donc on y retrouve les modèles phares de la marque, hein, comme les derniers représentants des gammes A ou Note. On a notamment donc les Galaxy pliants, hein, donc les Fold 5G, Z Fold 2, Z Fold 2 5G, Z Flip 5G. Les mecs, ils ont déjà sorti presque 10 smartphones pliants. Bref. Les Galaxy S, du S10 au S21 Ultra 5G. Donc je ne vais pas vous dire tous les modèles, hein, parce que ce pas des noms super marrants à prononcer. Les Galaxy Note, comme je vous disais, hein, du Note 10 au Note 20 Ultra 5G. Les Galaxy A, du A10 au A42 5G. Et on a aussi des Galaxy M, M10S au M51. On a également les Galaxy X Cover, du X-Cover 4S au X-Cover Pro, et également les Galaxy Tab, Tab Active Pro, et jusqu'à les Tab S7 Plus. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous les modèles concernés dans l'article du labo Fnac, hein, là qu'on vous a mis dans le Flipboard Nowtech. Donc pour ceux qui ont des modèles Samsung, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil pour voir si vous êtes concernés. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle, évidemment. Ça va permettre également aussi à Samsung de se démarquer, c'est-à-dire que ça peut être aussi un argument de vente et d'achat pour quelqu'un, un nouvel utilisateur qui souhaite acheter un smartphone. Avoir la garantie que son smartphone sera mis à jour pendant 4 ans, c'est une garantie de longévité et donc peut justifier de dépenser un peu plus pour Samsung. En tout cas, moi, je ferais partie des utilisateurs qui pensent que c'est un vrai atout de savoir que le smartphone serait mis à jour pendant 4 ans. Et donc, ça pourrait justifier que je m'intéresse plus à Samsung qu'à une autre marque. Donc, je pense que c'est là aussi où c'est malin de la part de Samsung de se différencier des autres acteurs du marché par cette longévité garantie de ces smartphones. Donc, très bien. Très bonne news. Merci Oshakeu pour ton abonnement, 5e mois d'abonnement. Merci à toi. Sondage, on me réclame dans la chatroom. Qui a encore un Galaxy? Non, mais là quand même, c'est pas, ça justifie peut-être pas un sondage quand même. Alors, le tutorien me dit « J'aimerais comprendre comment ça se fait qu'on puisse pas profiter de la dernière version d'Android, quel que soit son smartphone Android. » Le tutorien, c'est le grand problème d'Android. Et des surcouches. En fait, c'est vraiment le problème. C'est que chaque constructeur, pas chaque constructeur, mais la majorité des constructeurs Android ont des surcouches, donc des interfaces au-dessus de l'interface Android native. Et donc, qui dit mise à jour du système Android dit qu'il faut adapter encore une fois la surcouche. Et donc, les constructeurs n'ont pas forcément de motivation à le faire. C'est tout le problème et la différence qu'il y a entre iOS aussi et Android. Voilà, c'est vraiment... là, on touche à la définition même de l'ouverture de l'OS ou pas. Voilà. Et donc aussi, c'est pour ça, hein, ce que je vous disais, ces mises à jour de sécurité, c'est Samsung qui va devoir investir dans ces mises à jour pour garantir justement le support pendant 4 ans. Et des fois, il y a des problèmes de compatibilité, nous dit Pascal M. Tout à fait. Et combien de temps les iPhones, on les upgrade? Alors, j'ai pas les données sous les yeux, hein, Olivier, mais... généralement, c'est plutôt confortable, hein, côté iPhone. C'est beaucoup plus simple. Puisque justement, tu n'as pas ce système de surcouche. Donc, quand Apple décide de faire une mise à jour, c'est déployé sur tous les iPhones, alors que sur Android,
C'est déployé sur les systèmes Android, mais tous les smartphones qui ont des surcouches doivent être compatibles aussi avec la mise à jour pour autoriser la mise à jour, ce qui est beaucoup plus problématique et complexe à gérer. Voilà. Je suis pas capable de vous dire hein, pour iOS, hein, le support des mises à jour. Donc je vais pas vous partager des données là dans la chatroom, mais je sais pas. J'ai, pour iOS, c'est 5-6 ans minimum. Et mise à jour de sécurité, même sur les vieux OS. Voilà. Bon, là, je lis le commentaire de Jérôme, je me dis que il a des meilleures données, voilà, que c'est un peu plus garanti. Voilà. Je vous propose d'enchaîner parce que on avance pas mal déjà et je voulais faire une petite mise à jour concernant le crépage de chignon entre Facebook et l'Australie. On en a parlé un petit peu, il me semble, hein, la semaine dernière. Moi, j'en ai pas parlé personnellement, mais quand même, c'était une des grosses news la semaine dernière. Vous savez que l'Australie essayait de faire passer une loi pour notamment faire payer Google et Facebook pour rémunérer les sites d'information sur les liens partagés sur les plateformes Facebook ou disponibles dans le moteur de recherche Google, ce qui est quand même assez problématique en soi en termes de définition, parce qu'on peut très bien se poser la question si on fait payer les liens pour les sites d'information, pourquoi on ne fait pas payer tous les types de liens et donc qui rendrait le business de Facebook et Google pas forcément super intéressant et aussi la question de est-ce qu'on essaye en fait le constat c'est les sites d'information sont importants parce que ils garantissent une vraie information et peuvent permettre de lutter contre la désinformation rampante sur Internet. Voilà, constat, les sites d'information sont importants pour lutter contre la désinformation et bon, sont importants, historiquement parlant, etc. C'est une source d'information certifiée, entre guillemets. Je pense qu'on est tous d'accord sur la validité et l'intérêt que représentent les sites d'information. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les sites d'information avaient un modèle qui marchait il y a 20 ans ou 15 ans. Voilà, 2005, etc. C'était basé sur la publicité. Voilà, le coût que représentait la publicité était intéressant et permettait aux journaux de se déployer sur Internet et les abonnements aussi papier continuaient à marcher, etc. Et en fait, là, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées avec l'Internet. L'Internet, évidemment, s'est développé. La manière de distribuer l'information a changé aussi et passe grandement par le moteur de recherche et Facebook. C'est-à-dire que les gens vont passer par ces plateformes-là pour récupérer leurs news. C'est un constat. Et le système de publicité a largement changé et la valeur de la publicité a chuté. Évidemment, la publicité en ligne a chuté globalement sur Internet. Et puis, ça devient de plus en plus compliqué, justement, d'avoir des publicités ciblées, etc. Ce qui fait baisser le coût, le prix et la valeur de la publicité, etc. Et ce qui impacte, évidemment, largement le business des sites d'information. Mais ce qui est intéressant, c'est que on reproche à Google et Facebook quelque chose qui est plutôt lié à l'évolution et au fonctionnement Internet en soi. Et si on est tous d'accord sur la valeur en soi des sites d'information, on essaie de faire passer une espèce de subvention du côté de sociétés privées, Google et Facebook, au lieu de définir ce que serait une subvention pour soutenir les sites d'information. Et on se dit, mais voilà, encore une fois, si la logique c'est de faire payer les liens, pourquoi on ne fait pas payer les liens de tout type de site internet ? Enfin, il y a un manque de logique dans la proposition de loi en Australie qui était inapplicable. Même si je suis d'accord que les sites d'information sont critiques. Sont très très importants. Donc il y a une question des sites d'information qui ne trouvent pas le business model adapté à 2021 sur lequel ils pourraient monétiser la valeur journalistique qu'ils apportent et essayer de trouver un bouc émissaire ou en tout cas une manière de financer qui ne soit pas une subvention faite par l'État mais qui ressemble quand même à une subvention.
Et donc ça, c'est assez problématique. Alors ce qui s'est passé évidemment, c'est que Google et Facebook étaient largement contre le projet de loi. Alors Microsoft a été très opportuniste en disant bah nous, on est pour, parce que de toute façon les parts de marché sont anecdotiques du côté de Bing. Mais donc on va pas vraiment s'intéresser à Microsoft ici. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, Google et Facebook ont menacé tout simplement d'enlever les liens dans ce cas-là, parce que c'est aussi un problème d'œuf et la poule, hein, c'est-à-dire que Google et Facebook permettent une distribution sur ces sites d'information, et les sites d'information voilà, bénéficient aussi de cette présence. Donc en fait, c'est qui gagne le plus du travail des deux. Alors clairement, c'est quand même les sites d'information qui bénéficient plus de la visibilité de Google et de Facebook que l'inverse, parce qu'en termes de visites sur, en tout cas Facebook, les visites liées à des... ou en tout cas le contenu et les clics liés à des sites d'information restent un peu anecdotiques. Donc voilà, donc clairement c'est plus ces sites d'information ici qui en bénéficieraient le plus. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce qui s'est passé dernièrement? Du coup, Google, eux, ont négocié un deal un peu à la dernière minute avec justement les sites d'information, les publications, pour justement ne pas avoir à contourner la loi et ne pas du coup rentrer dans le scope de la loi qui était proposée. Et donc Google Search n'est plus visé par la loi définie en Australie. Et Facebook, eux, ont carrément fait un test pendant quelques jours de supprimer les liens. Voilà, et donc ce qui s'est passé, évidemment, en termes d'illustration, c'est que les sites d'information ont perdu, évidemment, tout ce qui était les références aux sites d'information sur Facebook. Et donc vous pouvez voir... Non, vous ne pouvez pas voir, donc on va baisser la luminosité. Vous pouvez voir la chute des visites. Alors, je suis désolée, mais vous avez en gros un pic et une chute le jour où ils ont décidé de faire le test d'enlever la référence des sites d'information en Australie en Australie même et à l'étranger, de ne plus référencer les sites d'information australiens. Et évidemment, ça a été un gros préjudice aux sites d'information. Hein. Donc ça a bien illustré, ça a mis un couteau sous la gorge au gouvernement australien, évidemment, qui a publié 4 amendements, en gros, qui permet justement de potentiellement ne pas s'appliquer à Facebook s'ils arrivent à négocier suffisamment de deals avec des publications. Donc là, vous voyez, hein, il y a une porte de sortie pour Facebook, et du coup, Facebook a encore un nouveau mois pour négocier des accords commerciaux justement avec les sites d'information. Donc on voit un petit peu comment il y a eu un jeu de pouvoir. Alors oui, en effet, allègement fiscal, ce pseudo nous parle Facebook Power. Oui, alors en fait, il y a à la fois une capacité d'application de la loi qui n'était pas forcément très réaliste, et il y a à la fois le fait de qui gagne le plus des deux. Est-ce que c'est les sites, les publications ou c'est Facebook? Voilà, qui serait le plus pénalisé si Facebook arrêtait de partager les liens de sites d'information? Voilà, on peut se poser la question. Et donc du coup, clairement, c'était une situation assez compliquée. On essayait de trouver une solution simple, entre guillemets, même si elle n'était pas facilement applicable, à un problème complexe qui est la monétisation des sites d'information en 2021. Avec la chute du prix des publicités, etc. Donc voilà, donc ça c'est un vrai problème. Ce qui est intéressant, c'est que du coup les autres pays vont regarder un petit peu ce qui s'est passé et vont déclencher des mesures ou pas. On sait déjà qu'en France, Google a négocié également des accords avec certaines publications pour pouvoir rémunérer certaines publications, etc. Pourquoi Google n'investit pas dans la presse? Parce que ça coûte beaucoup trop de faire du vrai journalisme. Je pense pas que ce soit le problème, Hippomony. On reproche déjà beaucoup de choses à Google et Facebook. Si en plus Google venait à avoir son propre organisme journalistique, on serait tous en train de s'offusquer en disant non mais attendez, Google contrôle le monde et il contrôle l'information qu'on nous sert parce que c'est eux qui l'écrivent. Je pense que ça sera encore pire. Donc je pense même pas que Google et Facebook sont dans une position où ils peuvent se permettre d'avoir même un organisme journalistique
Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... il ne faut pas être aveuglé par notre anti-facebookisme. La presse a besoin d'eux plus que l'inverse. La preuve, l'Australie a plié, c'est de la négociation bras de fer. Oui, voilà. Au-delà du fait qu'on aime ou pas Facebook et Google, il faut aussi analyser la viabilité de la proposition de loi. Et là, clairement, il y avait un problème. Il y avait un problème. Et donc là-dessus, parce que je ne vais pas avoir le temps de creuser plus longtemps aujourd'hui sur ce sujet, je vous encourage vraiment à lire un article de Benedict Evans que vous trouverez dans le Flipboard Nowtech que j'ai rajouté ce matin, qui explique en quoi le business des sites d'information est problématique et comme quoi demander de payer aux plateformes tech de payer et de financer le journalisme n'est pas forcément la solution en tant que telle. Et pourquoi c'est pas forcément super logique. Et c'est hyper intéressant, je vous encourage vraiment à lire cet article pour ceux qui s'intéressent particulièrement à ce sujet, qui est un sujet passionnant et complexe. Je vous encourage vraiment à lire l'article qui prend du recul justement là-dessus et qui permet de s'affranchir un petit peu de notre opinion subjective sur est-ce que j'aime Facebook et Google, etc. Mais plus sur la viabilité du projet de loi. Voilà, en tout cas, pour la news, je voulais quand même vous faire part des dernières informations. Voilà. Et puis, on termine avec les 2 petites news. La dernière news, c'est que je voulais vous parler un petit peu des dernières nouveautés Android. Il y a des petites features qui arrivent avec la dernière mise à jour, notamment une mise à jour en termes de sécurité. Vous allez pouvoir profiter d'une fonctionnalité qui s'appelle Password Checkup, qui va être déployée sur les smartphones qui profitent d'Android 9 et qui va tout simplement vous alerter si un de vos mots de passe que vous utilisez a été exposé. Donc ça, c'est quelque chose un peu de similaire. On retrouve ça un petit peu déjà dans les gestionnaires de mots de passe, notamment. Je pense notamment à 1Password, parce que c'est celui que j'utilise et donc je ne sais pas si les autres l'ont. Mais vous êtes alerté à la fois du niveau de complexité et de sécurité d'un mot de passe et également de si ce mot de passe est réutilisé un peu trop souvent dans vos services et également de si ce mot de passe a été du coup exposé dans des fuites, etc. Donc ça, c'est assez intéressant, super utile du coup, et donc vous pouvez être à la fois proactivement être alerté ou également aller consulter et faire une vérification sur tous les mots de passe qui ont été sauvegardés. Donc ça, c'est plutôt bien, ça va dans le bon sens sur aider les utilisateurs à être plus conscients des failles de sécurité dans leur mot de passe. Donc ça, c'est bien, et prendre l'action nécessaire. On a également la fonctionnalité qui fonctionne justement avec la fonctionnalité d'autocomplétion des mots de passe que vous pouvez avoir sur Android. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Vous pouvez également avoir... Ah oui, ça c'est assez intéressant également. Vous avez une fonctionnalité qui a été a priori demandée depuis pas mal de temps. Alors vous allez me dire dans la chatroom si vous êtes concerné, qui permet tout simplement de programmer l'envoi de messages, l'envoi de SMS. Donc au lieu de, lorsque vous écrivez un SMS, l'envoyer tout de suite, vous allez pouvoir définir quand est-ce que vous souhaitez que la personne reçoive le SMS. C'est comme les emails, il y a certaines extensions email qui vous permettent de programmer, d'envoyer l'email dans 1 heure, à 1 heure spécifique, etc. Là, c'est un peu la même chose. Vous pouvez programmer d'envoyer un SMS à certaines heures de la journée ou même le lendemain ou carrément choisir vous-même, définir vous-même la date et le temps, l'heure, pour l'envoi d'un message. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aimeriez avoir ? Nounous nous dit que Dashlane également a cette capacité de check, de vérification des mots de passe. Ouais, ça m'étonne pas, ça fait partie du cœur de métier, on va dire, des gestionnaires de mots de passe. Ouais. C'est plutôt très bien. Et donc, ils nous disent notamment donc, pour l'envoi de programmer pour des messages que ça peut aider notamment quand vous avez quelque chose auquel vous pensez tard le soir de pas envoyer un SMS
trop tard à une personne et de le programmer pour le lendemain matin. Ça peut être notamment utile dans le domaine du boulot, par exemple. Si vous avez une idée tard le soir, mais que vous voulez pas embêter des collègues tard le soir, vous pouvez programmer de l'envoyer le lendemain matin, etc. Enfin, il y a des choses comme ça un peu utiles. Ou même, oui, pour ceux qui sont dans des time zones différentes, etc. Pour pas les envoyer la nuit et pour pas déranger les gens. Alors ouais, c'est plutôt mitigé, j'ai l'impression là dans la chatroom. Il y en a qui me disent qu'ils en auraient pas du tout l'utilité et d'autres qui en auraient l'utilité. Donc 50-50. Donc a priori, ça c'est pas trop mal, quoi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi comme nouvelle? Ah oui, on avait notamment une amélioration notamment avec la fonctionnalité Talkback, enfin je le prononce n'importe comment là, qui permet aux utilisateurs de naviguer sur leur appareil avec la voix et des gestes, donc notamment pour des personnes qui ne voient pas très bien, etc. C'est quelque chose une fonctionnalité d'accessibilité largement utilisé. Et donc là, il y a une nouvelle version qui arrive, Talkback 9.1, qui va permettre beaucoup plus de gestes avec plus de doigts, hein, du multi-finger gestures, qui va vous permettre du coup des interactions plus riches avec les applications et des raccourcis assez utiles. Ça va notamment être compatible avec les Pixel, les Samsung Galaxy, etc. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle également, d'enrichir un petit peu les interactions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? Il y a un dark mode pour Google Maps qui va arriver aussi, donc vous pourrez en bénéficier. Vous pourrez utiliser Google Assistant quand le téléphone est verrouillé aussi, donc ça c'est assez intéressant également, ne serait-ce que pour contrôler vos lumières même si l'appareil est en veille. Je suis même étonnée que ça n'ait pas été disponible avant d'ailleurs. Et il y a aussi des petites nouveautés du côté de Android Auto qui va inclure notamment des wallpapers, des fonds d'écran, voilà, des fonds d'écran et des jeux que vous pouvez activer avec la voix, notamment des jeux comme Trivia ou Jeopardy, où vous pourrez jouer avec Google directement avec Android Auto, voilà, pour animer vos trajets en voiture, tout simplement. Voilà un petit peu pour les dernières petites nouvelles concernant Android. Là-dessus, écoutez, je vous propose de passer tranquillement avec la petite cerise sur le croissant. Merci beaucoup Yvi Barrel pour ton Prime 5e mois consécutif. Un grand merci à toi. Je ne sais pas si je vais remercier Oshekeou aussi pour son abonnement. 5 mois également. Voilà, je vous propose de terminer avec une petite news parce qu'on a pas mal parlé de l'atterrissage de Persévérance, hein, le rover de la NASA qui est arrivé sur Mars. Donc il s'est posé sur le sol de Mars le jeudi dernier, donc le 18 février, ce qui a été quand même un accomplissement scientifique qui a été célébré dans la communauté. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que lundi, la NASA a publié notamment la vidéo de l'atterrissage de l'engin, donc c'est bien un atterrissage puisqu'il s'est posé sur le sol de la planète. Et ce qui s'est passé, c'est que les internautes ont vu tout de suite un petit peu un motif assez étrange sur le parachute du rover de Persévérance. Voilà, vous pouvez voir le motif là avec les différentes lignes rouges. Ce qui est assez intéressant. Et donc, du coup, évidemment, ça a déclenché tout de suite l'aspect détective des internautes qui sont tout de suite demandé est-ce que ça serait pas un code, est-ce qu'il n'y aurait pas un message caché justement dans le motif du parachute et est-ce que ça serait pas, par exemple, dans un ensemble, on a notamment un parachute donc, qui est divisé en 4 cercles, eux-mêmes composés d'ensemble de 10 barres, formant un code binaire.
chaque barre rouge correspond à un 1 et chaque barre blanche correspondrait à un 0. Et donc là-dessus, ils ont été capables du coup de décrypter à quelle lettre correspondait quel code et donc de décoder le message caché qui communique There mighty things. Et donc tout simplement, on peut le traduire comme voyez grand ou ose, parce que there c'est plutôt oser, c'est oser de grandes choses. Voilà, on va dire ça comme ça si on cherche une traduction un peu plus littérale. Voilà. Et donc ces mots, pourquoi avoir choisi ces mots? Tout simplement parce que c'est le slogan utilisé par l'Agence spatiale américaine, mais également par le centre de recherche de la NASA, Jet Propulsion Laboratory, JPL, et qui est artisan du coup du projet. On a également un autre code qui est communiqué, puisque les barres rouges et blanches du cercle extérieur du parachute, là on est sur un niveau, voilà, une fois décodé, renvoient aux coordonnées GPS du laboratoire américain en Californie. Voilà, coïncidence ou... Je rigole. Non, mais évidemment, voilà, c'est des petites anecdotes et des petits clins d'œil qui font vibrer un petit peu les internautes et je trouve ça assez chouette que... ils aient prévu ça, puisque c'est aussi un coup marketing, un coup de communication qui fait buzzer autour de justement de l'événement qu'on représente l'atterrissage du rover sur Mars. Et ça permet aussi, c'est pas gratuit non plus. Hein. Là aussi où je pense que c'est important de réaliser la valeur de faire ce jeu de petits jeux de communication, c'est que tout simplement ça génère l'engouement, l'excitation autour de cet événement et donc du coup la conquête spatiale aussi. C'est ça aussi, hein. C'est pas gratuit non plus. Donc c'est là où il y a un intérêt sur ce genre d'anecdotes. Je sais pas si vous l'avez suivi justement les événements qui s'est passé justement avec le rover, avec Persévérance sur Mars. Il s'éclate bien, ouais. C'est le pull de Marion qui le dit. Alors moi, j'ai pas de code, hein, c'est juste des rayures bêtes et méchantes. J'ai pas le joli motif du parachute de Persévérance. Dans 30 ans, des complotistes vont s'en servir pour dire que ça n'a pas eu lieu, ouais. Megadub83 nous dit oui, c'est un événement historique majeur. Ouais. Ouais. C'est assez excitant de voir un petit peu ce qui va être découvert et les images qu'on va obtenir aussi de Mars, qu'on a déjà obtenues aussi. Voilà, ben écoutez, il est 9h16. Ah, nous dit mon frère, oui, j'ai suivi le direct, c'était assez impressionnant. Cool. Moi, j'avoue que j'ai pas suivi, là. J'ai regardé l'atterrissage, mais j'ai pas suivi le direct. Bon, écoutez, sur ce, il est 9h17. Le pull de Marion est un QR code qui déclenche un sub. Ça serait excellent, n'empêche. Ça serait excellent. Et tu sais quoi, Jérôme, on aurait dû faire un merch là-dessus avec un QR code qui amène soit vers le site Nowtech, soit vers la chaîne YouTube ou Twitch, etc. Ça aurait été marrant, ça. C'est une bonne idée de merch, je trouve. Tom to Tom 9, moi qui disais pour déconner que le parachute était un cœur cadeau. Ouais, bah, comme quoi. La traduction du pull est vive la Bretagne libre. Je suis pas bretonne, hein, pourtant. Ça veut pas dire que j'aime pas la Bretagne, mais je suis pas bretonne. Bon, écoutez, sur ces grandes discussions de QR code et de Bretagne, je vous souhaite une excellente journée. Ravie d'avoir vu et débriefé des ActuTech en votre compagnie ce matin. J'espère que l'émission vous a plu. Rendez-vous demain matin à 8h en compagnie de Guillaume, comme d'habitude. Comme vous le savez, il y a également un live à 12h30, je dirais, aujourd'hui. Donc, pour les intéressés. Et moi, je vous retrouve, en ce qui me concerne, la semaine prochaine, mercredi prochain. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.